Je te remercie, Philippe, d'avoir rapporté cette parole au sujet de Schnabel en Palestine mandataire dans les années 30. Mais tout de suite, je dois m'inscrire en faux par rapport à cette légende, que justement, il aurait fallu attendre 2000 ans, évidemment, pour avoir Beethoven dans les anciennes provinces de l'Empire ottoman. En tout cas, un Beethoven de ce niveau. Un Beethoven de ce niveau. Autour de 1900, il existait déjà à Jérusalem un concours pour piano, un concours de piano. Donc mes recherches, celles que je vais présenter en partie aujourd'hui, se situent dans un vaste champ que j'essaye de découvrir, qui est la pratique, les pratiques de la musique occidentale dans les anciennes provinces de l'Empire ottoman jusqu'à sa chute en 1918 et sa déliquescence jusqu'en 1923, l'apparition de la République turque. Il se trouve que lorsqu'on prend l'histoire à l'endroit et qu'on travaille sur les sources primaires, sur un terrain assez difficile qu'est celui des anciennes provinces de l'Empire ottoman, la Turquie, la Palestine mandataire, on fait face à des problèmes d'accès aux archives qui sont réels. Et il faut parfois beaucoup de temps et de ténacité pour accéder ne serait-ce qu'aux archives de l'ancien régime turc, c'est-à-dire aux archives de l'Empire ottoman, qui sont conservées à Istanbul. Et je te remercie également, Philippe, d'avoir cité ce premier titre, comment Mustafa Kemal Atatürk fit entrer la musique classique européenne dans son pays entre 1923 et 1928, car en fait c'était la question que tu m'avais posée. C'était une question à laquelle je réponds par le titre suivant, de l'Empire à la République, origine, fonction et essor de la musique dite alla franga, alla franca, à la franque, c'est-à-dire la musique occidentale en Turquie. Nous connaissons tous, pour ne citer que trois des plus connus, je pense, pianistes encore en activité turque d'aujourd'hui, Agos İdilbiret, né en 1941, Hüseyin Sermet, né en 1955, et en bas, Fazıl Say, qui est né en 1970. Et ils sont représentatifs de cette grande, de cette école de la musique classique turque que l'on a tôt fait, et peut-être trop tôt fait, de lier à l'essor de la République. Le but de ma démonstration aujourd'hui est de remonter le temps et de vous démontrer que la musique classique n'est pas née avec la laïcisation, avec la désottomanisation et avec la désislamisation de l'Empire ottoman mené par Atatürk à partir des années 1920. C'est en fait un très long processus et je souhaite revenir avec vous sur ces étapes. La musique classique n'est pas apparue en Turquie en même temps que l'alphabet latin en 1928. Elle y était déjà présente. 1928, c'est l'année, vous le voyez, où un chef d'État maître d'école, Atatürk, démontre l'utilité de l'utilisation de l'alphabet latin. Il est évident que toutes les sources d'archives, tous les textes ottomans avant cette époque sont écrits en caractère arabe, dans une langue ottomane. Il n'est pas évident que la musique classique arrive au même moment. Des œuvres de Beethoven avaient déjà été jouées avant l'apparition de l'alphabet latin. Je pense que c'est le point central peut-être de la problématique que je vous propose d'étudier aujourd'hui. Quelques repères chronologiques sur cette période de transition, de dislocation de l'enfant malade de l'Europe, tel qu'on l'appelait au XIXe siècle. 1876-1878, c'est la première constitution de Turquie qui a donc vécu pendant 2 ans sous le régime impérial. En 1908, une révolution dite des jeunes Turcs réimpose la mise en place de la constitution, c'est le sultan Abdülhamid II. Je passe sur la Première Guerre mondiale, c'est un épisode connu puisque c'est une histoire partagée avec l'Empire ottoman. 1920, c'est l'institution, la création de la Grande Assemblée nationale turque, l'Assemblée nationale turque qui porte toujours le même titre aujourd'hui. C'est-à-dire que la République de Turquie porte aujourd'hui le nom de la Grande Assemblée qui a vu sa révolution. Imaginez qu'on ait encore aujourd'hui notre Assemblée constituante du XVIIIe siècle. En 1922, c'est l'abolition du sultanat et donc l'instauration de la République turque. L'année suivante, Mustafa Kemal en est le premier président, dit Atatürk, le père des Turcs, plus tard. En 1924, c'est l'abolition du califat. Et là, c'est un point essentiel. La suppression du sultanat, le pouvoir temporel des chefs d'État, n'a pas été séparée
Enfin, elle a été séparée, pardon, de leur pouvoir spirituel. C'est-à-dire que la fin de l'Empire ne signifie pas la fin du califat. Et le dernier calife ne fut pas le dernier sultan, et le dernier sultan ne fut pas dernier calife. Le dernier calife s'appelait Abdülmecid Efendi. Il a été chef de la maison impériale. Il aurait été sultan. Il n'a été que calife pendant quelques mois. Voilà, c'est très important de bien avoir à l'esprit que la République turque a coïncidé pendant quelques mois avec le califat, c'est-à-dire le pouvoir temporel du sultan. On est également en présence de quelques terminologies que j'utiliserai aujourd'hui, ce qu'on appelle alla franga, qui vient de l'italien alla franca, c'est-à-dire la musique occidentale, et alla turca, la musique orientale. Et là déjà, on se rend compte que les études ottomanes nous permettent quelque chose de fascinant, c'est de s'interroger sur nos identités et sur les altérités. C'est-à-dire que pour un ottoman, la musique alla turca, que nous penserions dans la tradition viennoise la musique exotique, mais non, c'est leur musique folklorique. Vous voyez, c'est une sorte de Bosphore, c'est une sorte de miroir en quelque sorte. Musique à la franque, occidentale savante, à la turque. Dernier élément de terminologie très important pour cette histoire, c'est la notion de tanzimat, qui signifie réorganisation, réforme, dit aussi européanisation. C'est un terme qui est bien connu des historiens ottomans. Ethem Eldem, par exemple, tient en ce moment la chaire d'histoire ottomane au Collège de France et consacre son cours à l'histoire de ce tanzimat qui court sur le XIXe siècle et qui est en fait l'histoire des réformes, de la modernisation, donc des rapports de l'Empire ottoman avec l'Occident. Exemple musical tout de suite. Film contemporain de Sinan Çetin. Soyez heureux, c'est un ordre. Dans un café d'Anatolie où des musiciens, dans les premières années de la République, sont réunis. C'est naturellement une fantaisie, une caricature, une comédie. Ne çalıyorsun? Türkü. Ne türküsü? Halk türküsü. Yasak. Öyle şaklı gibi yerde oturup da türkü çalıp söylemek yasak. Bundan sonra batılı bestekaları çalacağız. Şunları çalacağız. Giuseppe Verdi. France, Suatif, Verdi. Frédéric Chopin. Hichant, C'est naturellement une Banger. charge. L'histoire démontrait une scène appuyée ainsi Var, des lois sur... men, mis. Player, inter, jink, teacher, hankunk, Kons, sal. Antonin Aluturak. Kostel, West, hal. Johann Spatin Boş. Johan, Mustang, Swan. Böyle köylü gibi türkü nereye söylüyorsunuz? Siz köylü müsünüz? Batılı olacağız. Çağdaş olacağız. Modern olacağız. Mutlu olacağız. Resmi olarak mutlu olmanı söylüyorum. Niye mutlu değilsin? Mutlu ol bakın. Mutlu ol kardeşim. Mutlu ol. Bekliyorum. Mutlu ol. Ol. İsyan mı ediyorsun lan devlete karşı? Bak oğlum. Mutlu ol, mutlu. Hi yap bize bakalım. Niye mutsuz bakıyorsun? Mutlu ol diyorum sana kardeşim. Mutlu ol. Mutlu ol. Batılı söyle. Mozart. Gaf çalınacak. Ama Mozart çalınacak. Onu da çalarız. Savoir
que cette symphonie est très connue dans le monde arabe et au Levant, puisque Fayrouz, aujourd'hui, en a fait un tube. Yana, Yana. Bence bu Batı değil. Mozart'ın 40. senfonisi. Sazda Batı olur mu lan? Vivid, von Beethoven çalacaksın. Olur. Je suis obligé de couper. Je trouve cette vidéo particulièrement signifiante dans un colloque où il est question d'autorité, d'acculturation, et elle est particulièrement witty, intelligence, dans le sens qu'elle interroge véritablement cette histoire turque. Il est faux, hein. Le pouvoir turc n'a jamais imposé que la musique occidentale, il a aussi encouragé le retour à la musique folklorique en invitant par exemple Bartók à venir faire des séances d'enregistrement. Sauf que Atatürk, et j'y reviendrai, voulait en fait que la musique occidentale puisse féconder en quelque sorte la musique folklorique et que la polyphonie soit utilisée pour développer le répertoire folklorique. Elle est aussi extrêmement intelligente puisqu'elle montre comme ça, par cette évolution jusqu'à l'Europe, une actualité tout à fait contemporaine, c'est un pléonasme, mais surtout l'idée de miroir, en quelque sorte, et de métissage à l'œuvre à travers un objet musical. Voilà, donc Be Happy, soyez heureux, c'est un ordre de Shinan Çetin. L'Empire. Il faut se demander à quand remontent les premiers contacts à Constantinople, je vais parler essentiellement de Constantinople, avec la musique occidentale. Il faudrait se mettre d'accord sur ce qu'est la musique occidentale, et j'exclus tout de suite, autant vous le dire, la musique chrétienne, par exemple, puisque la musique chrétienne byzantine orthodoxe, telle qu'elle se pratique depuis des siècles à Constantinople, ne rentre pas dans le cadre de ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui la musique occidentale. Et je fais la mise au point, je ne suis pas ethnomusicologue, mon approche est proprement celle d'un musicologue historique, c'est-à-dire que j'approche des objets que les musicologues ont parfois, que les ethnomusicologues ont parfois traités, mais d'un point de vue historique. Les premières traces pourraient être des gestes diplomatiques. Je vais vous donner quelques exemples de musiciens qui auraient été envoyés par des puissances occidentales en termes de cadeaux. 1536, alliance franco-ottomane, François Ier aurait envoyé à Soliman le Magnifique, dans le cadre d'accords méditerranéens contre Charles Quint, enfin vous voyez que la politique est ici liée à la musique, des musiciens. La légende raconte qu'il ne serait pas resté parce que le monde turc à l'époque, et ça c'est Praetorius qui en parle, n'est pas, en fait, est trop barbare pour comprendre cette musique qui adoucit trop les mœurs. Quelques années plus tard, là aussi c'est attesté, Élisabeth Ier d'Angleterre envoie à Mehmet III un orgue. Et on a le récit de l'installation de cet orgue dans le palais de Topkapi par Thomas Dallam, un orgue qui va donc rester, un orgue mécanique, description très précise, qui va rester quelques mois, quelques années avant d'être détruit par le successeur de Mehmet III. Et si vous connaissez Orhan Pamuk en fait un épisode d'un de ses romans. Donc il y eut des musiciens envoyés par les puissances occidentales auprès du sultan, comme peut-être manifestation de la culture occidentale. Pas très bien reçue, vraisemblablement, jusqu'à, on verra, la date de 1800 environ. La musique occidentale a très certainement toujours été aussi présente à Constantinople, dans les légations, dans les palais de France, d'Angleterre, de Suède. En 1524, on sait que la colonie vénitienne organise des ballets très certainement sur musique occidentale. Il faut savoir que Constantinople est une ville européenne. Là, je vais vous parler en plus, maintenant de plus en plus, du quartier de Pera, Beyoğlu aujourd'hui, qui est une colonie vénitienne. Il y a des Génois jusqu'au XIXe siècle. C'est très important. Nous parlions hier des étrangers de Vienne. Eh bien, il faut faire un parallèle avec les étrangers de Constantinople, qui sont l'ADN
qui assure la présence de la musique occidentale. En 1712, Johann Jakob Bach, un des frères de Jean-Sébastien, eh bien, il est pendant quelques années à Constantinople. Il se peut même que le capriccio le caprice sur le départ d'un frère bien-aimé ait été écrit par Jean-Sébastien pour son frère qui part à Constantinople. Vous voyez là que cette grande histoire de la musique rejoint là aussi Constantinople. Johann Jakob Bach était dans la cour, suivait le roi Charles XII de Suède qui est parti à cette époque en exil à Constantinople. En 1786, autre ambassade, et je pourrais vous donner comme ça bien des exemples, l'ambassadeur, le représentant de Suède, eh ben, il organise tout simplement un opéra. C'est peut-être, en tout cas, c'est la plus ancienne trace d'un opéra donné à Constantinople, attention, dans les murs d'une ambassade. Ce n'est pas la même chose, naturellement. Mais autant vous le dire tout de suite, 40 ans plus tard, il y a un opéra à Smyrne, à Izmir. 50 ans plus tard, il y a un opéra italien à Constantinople. Aus einem Schreiben à Spera, in dem Hotel des all-residenten königlichen schwedischen Gesandten Herrn von Heidenstam war am 22. Februar die sehr seltene Fete der Öffentlichkeitsvorstellung einer italienischen Oper, wobei die Rolle bloß von Standespersonen von der Gesandtschaften gespielt wurden. On peut, comme ça, grâce à des sources, retracer la vie musicale, non pas des colons, on me parle souvent des colons, non, des habitants des Stambouliotes, véritablement. C'est la différence avec les études postcoloniales. Au sérail, c'est-à-dire dans les murs du sultan, cette fois. Je vous ai dit qu'au XVIIe siècle, XVIe siècle, les musiciens ne sont pas restés. Cependant, en 1778, j'ai trouvé trace dans le récit, dans la Beschreibung, la description de l'Empire ottoman par un pasteur Lüdecke, il écrit « Dieser ist mit kostbaren Europä », il parle d'une pièce du sérail, près du harem, le fantasme du harem. Attendez, le fantasme du harem s'écroule tout de suite, puisque regardez, « Dieser ist mit kostbaren europäischen Mobilien selbst mit einer Orgel und einem Klavier versehen ». C'est-à-dire qu'il y a dans les pièces du harem des mobiliers et des instruments de musique occidentaux. De même qu'il y a à la même époque des choses orientales dans les palais de notre Occident. Entre 1704 et 1802, le sultan Selim III fait représenter des ballets dans plusieurs de ses sérails, notamment Topkapi. Et en 1797, il fait lui-même organiser un opéra occidental à Topkapi. Selim III était lui-même musicien. Il pratiquait la musique à la franga et la musique à la turca. Cependant, c'est l'époque des tanzimat, donc des réformes à l'européenne, qui vont véritablement développer la musique dans les palais impériaux ottomans, mais aussi dans la ville même de Constantinople, particulièrement à Pera. On doit cet élan de réforme au sultan Mahmoud II. Alors vous voyez, le Tanzimat commence à partir de 1839. Je suis désolé d'être un peu didactique sur ces questions, mais je pense que ce sont des choses qui ne sont pas forcément sues en Occident. Pourtant, c'est une histoire culturelle partagée. Mahmoud II meurt en 1839, c'est lui qui prépare la réforme des Tanzimat, mais c'est son successeur, Abdul-Mejid, qui va l'appliquer à partir de 1839. Vous avez ici Mahmoud II représenté de façon classique, tel un sultan ottoman, et vous le voyez ici, après sa réforme vestimentaire, puisque, figurez-vous, Mahmoud II a décidé de mettre un terme, c'est-à-dire de massacrer les janissaires en 1826, les janissaires à qui on devait notre musique à la turca. Il décide de les supprimer et de les remplacer par une armée constituée à l'européenne. Et cela va de pair avec des réformes vestimentaires. Le sultan ottoman portera désormais le fez, et vous le verrez ici, en uniforme, tout à fait 19e siècle. À quelques années près, il se fait même représenter par un peintre occidental, Henri Schlesinger. Donc il y a cette volonté d'aller vers l'Occident. L'armée, l'éducation, on y viendra, et la musique. Puisque, on dit souvent qu'en Turquie, tout commence avec les militaires, et c'est vrai, Mahmoud, ou tout finit avec les militaires, Mahmoud II met un terme aux janissaires, il réforme donc aussi leur musique. Et pour ce faire, il va faire venir un certain Giuseppe Donizetti, qui s'installe 2 ans après, en 1828, et qui devient le grand intendant des musiques impériales ottomanes. Il est recruté pour mettre en place la musique militaire à l'européenne. Autant vous dire que ce Giuseppe Donizetti,
Pacha, comme on l'appellera, va aussi concourir au développement de la musique occidentale et italienne. Alors j'aime beaucoup cette lithographie où vous le voyez là vêtu d'une sorte de métissage entre l'Orient et l'Occident, comme je vous le disais, mais il porte le fez, naturellement. Ces décorations européennes et ces décorations ottomanes, le sabre est un geste ottoman, et regardez derrière, ce ne sont pas des clochers de Venise, mais c'est bien une des mosquées de Constantinople que vous voyez ici. Donizetti ne sera pas le seul Italien. Les Italiens sont présents à Constantinople et ils le seront de plus en plus, avec la mise en place d'un opéra dû à un impresario arménien du nom de Michael Naum. Alors il faut faire attention lorsque les Turcs disent parfois « oui, on a le premier opéra turc », ils ne prennent pas en considération ce qu'ont fait les Arméniens. Il y a plusieurs courants comme ça historiographiques. Ici, le théâtre italien de Pera, vous le voyez ici, on en parle à Paris dans l'illustration. Il est ici utilisé pour un banquet italien donné au théâtre Naum à Constantinople pour la fête de Garibaldi. Ben oui, parce que Garibaldi a aussi trouvé refuge là-bas. Donc vous voyez, en fait, toute cette consultation, dès qu'on reprend l'histoire à l'endroit, eh bien, elle démontre l'omniprésence de musique occidentale à Constantinople. Les musiciens voyageurs, là je vais passer vite. Après les Italiens sur place, les pratiques exogènes, bien c'est par exemple le harpiste Paris Chalvar, Liszt en 1847, Vieuxtemps, Martha Remert, Emil von Sauer, Florent Schmidt dont nous parlions hier, qui font le voyage de Constantinople. Alors ceux-là sont des entre-deux. Ils sont un peu orientalistes, mais ils font quand même le voyage. Ils ont la démarche d'aller jouer pour le sultan. Et jouer pour le sultan est l'objectif absolu. Vous avez ici par exemple le Berat, signé par le sultan Abdülmecid, qui est un berat, c'est-à-dire une lettre, un diplôme donné à Franz Liszt, conservé à Weimar. Vous avez ici également, par exemple, une œuvre dédiée par Martha Remert, élève de Liszt d'ailleurs, au sultan. Vous avez ici, enfin, dans les archives ottomanes, conservées à Istanbul, une lettre qui précise, qui demande à ce que Emil von Sauer reçoive une récompense après avoir joué pour celui qu'on appelait le grand seigneur à l'époque. Donc voilà comment méthodologiquement on peut retracer toute cette histoire. Les pratiques endogènes maintenant. Mesdames et messieurs, il faut savoir que les sultans, depuis Sélim III, ont tous été compositeurs. Certains ont même été peintres. Ils ont fait de la musique. Abdul Aziz Khan, Mourad V et le dernier calife sont ceux sur lesquels je vais un petit peu m'attarder. Vous avez ici la gondole, Barcarolle, publiée par Abdulaziz à Lucca aux alentours des années 1860. Il faut savoir qu'Abdulaziz est le premier sultan, le premier commandeur sauveur de l'islam à avoir fait le voyage, puisqu'il va à Paris pour l'exposition universelle, et il ira également à Londres. Et il publie de la musique occidentale. Vous avez dans le palais de Dolmabahce un théâtre issu là aussi de l'illustration. Vous pouvez le visiter, si vous visitez le palais de Dolmabahce, vous voyez encore ce théâtre réalisé par des peintres, décorateurs, où avaient lieu des pièces et des concerts, au cœur du pouvoir. Donc, vous avez également aujourd'hui, si vous visitez les palais, il suffit de mettre ensemble les pièces du puzzle, des pianos, des instruments, des dizaines d'instruments qui ont été achetés par les sultans au cours du 19e et du 20e siècle, qui sont toujours sur place. Je dis souvent que la République turque a mis en quelque sorte ses pieds dans les chaussons musicaux de l'Empire, puisque là où les révolutionnaires français ont massacré les clavecins, les républicains turcs, eux, ont conservé les pianos et ont réutilisé cet essor. C'est vraiment un parallèle, je pense, qu'il faut faire dans le rapport à la musique. Le piano n'est pas le modèle, un symbole de l'ancien régime à abattre. Au contraire, il est encore un symbole de modernité qu'il faut accentuer. C'est là aussi un des nœuds de ce que je voudrais parcourir avec vous aujourd'hui. Le dernier calife, le voici, Abdul Mejid Efendi, qui était peintre. Vous avez ici une photo de lui. Et à droite, vous le voyez en train de jouer du violoncelle dans son atelier de peinture. On peut voir beaucoup de ses peintures à Istanbul. Son occidentalisme, le lapsus est révélateur, se manifeste par ce tableau qu'on appelle Harem de Goethe, c'est-à-dire Goethe au harem. Il représente très certainement une de ses épouses, en train de lire sur modèle de Madame Récamier un livre de Goethe, le Faust, Werther, peut-être. Et vous avez aussi un autre tableau de lui, celui-ci,
Harem de Beethoven, donc vous, voici, alors non pas dans un harem, mais le harem, c'est quelque chose d'assez complexe à expliquer, mais dans un pavillon du sultan, du calife, pardon, qui existe encore aujourd'hui. Vous avez tout simplement sa famille en train de jouer un trio à cordes de Beethoven, et premier plan à droite, avec la moustache, c'est lui-même qui se représente. Ce tableau, mesdames et messieurs, a été exposé à Vienne en 1918 dans l'exposition turco-ottomane. Ce que je voudrais faire aujourd'hui, c'est lever le voile en fait sur un pan que nous ne voyons pas, mais qu'il est très facile de voir lorsqu'on se plonge dans les sources sur cette histoire partagée, culturelle, entre l'Europe et la Turquie. Et c'est donc ce que je suis en train d'explorer. Je prépare un livre sur ces sujets qui paraîtra l'an prochain. On va écouter tout de suite un petit extrait de la musique composée par les sultans. C'est une polka mazurka du sultan Mourad V qui n'a régné que quelques mois, parce qu'en plus il était franc-maçon et donc il a été déposé et il a vécu ensuite le reste de sa vie enfermé dans un palais à écrire ce genre de musique. Polka mazurka de Mourad, sultan, calife de l'islam. Des œuvres manuscrites, écrites à l'origine pour piano, c'était l'instrument du sultan. Ici, c'est un arrangement avec cordes qui est dû à un pianiste turc qui nous a quittés, qui s'appelait Vedat Koçal. C'est-à-dire que les Turcs se sont intéressés énormément à ce répertoire, même aujourd'hui. On n'est pas à Vienne, on est à Constantinople en 1880. Alors, il y a même une sorte de fascination chez certains musicologues, historiens turcs pour cette musique. Je pense qu'il faut prendre cette musique pour ce qu'elle est, c'est-à-dire c'est de la bonne musique de salon. Les sultans composent de la musique de salon. Ils ne veulent pas faire d'expérimentation, ce ne sont pas des révolutionnaires. C'est de la musique de divertissement. C'est de la musique véritablement de la maison impériale ottomane. Il ne faut pas y chercher autre chose que cela. Alors, je reviens à mon parcours, qui nous emmène maintenant vers quelques figures. Quelques figures. Donc, je vous ai présenté les musiciens italiens à Constantinople, les musiciens voyageurs et les musiciens ottomans résidents. Il y a des musiciens qui se sont installés à la fin de l'Empire ottoman. Paul Lang, qui était allemand, Francisco Bey della Suda, dit Faik Bey della Suda, c'était le fils du pharmacien du sultan. Vous le voyez à gauche, peint par son frère Emilio della Suda. Eh bien, c'était un élève de Liszt à Weimar. Eh bien, après avoir travaillé avec Liszt, il retourne à Constantinople où il meurt en 1940. Autant vous dire qu'il y a donc un passage, une transmission de la musique occidentale et notamment de la tradition de Liszt, également présente avec le pianiste que vous voyez à droite, qui s'appelle Hegyi Geza. Il a étudié, lui, à Budapest avec Liszt et il a été professeur au conservatoire d'Istanbul. C'est-à-dire que moi, je rencontre encore des gens à Istanbul aujourd'hui qui sont des élèves d'un élève de Geza Hegyi, où le souvenir est très, très, très présent. Les deux images que vous avez ici sont de collections particulières, donc elles ne pourront hélas pas sortir de cette salle. La République, vous voyez qu'on est en effet dans une transition musicale. Il y a à Constantinople la tradition de publier des partitions. Vous avez ici des pièces qui sont tirées de la bibliothèque impériale des sultans, conservées à Istanbul. Grande marche dédiée à Abdul Hamid par Chaoudian, un Arménien. Marche orientale dédiée au sultan par Wadi Sabra, un Libanais, etc. etc. C'est-à-dire qu'on peut reconstituer tout l'Empire ottoman à travers les hommages des provinces. Ici, regardez, dédié au sultan Mohamed V, l'avant-dernier sultan, par Donat, et c'est un symbole d'amitié ici turco-magyare, turco-hongroise. On peut encore là lire la diplomatie à travers la bibliothèque des sultans. J'ai réalisé une exposition à Istanbul au mois de mars sur ce sujet. Ce qui m'intéresse, c'est regarder cet attirail du croissant et de l'étoile, qui sont les symboles non pas de la Turquie à cette époque, mais de l'Empire. Présent ici, présent ici, présent également ici, présent ici. Et j'arrive à la patrie, et bien on ne peut même pas savoir si cette patrie, sur la partition, elle est républicaine ou impériale, ottomane, ici. Hymne à la liberté,
composé pour l'ouverture du Parlement turc en 1908. C'est-à-dire qu'il y a un transfert très très logique, la musique au service du pouvoir impérial, la musique au service du pouvoir impérial démocratique constitutionnel en 1908, et vous allez le voir tout de suite, la musique au service du pouvoir républicain. Juste vous montrer la variété d'éditions. On imprime au début, dans l'entre-deux-guerres, à Constantinople chez Christidis, ce sont des Grecs, des Arméniens, qu'est-ce que c'est que Turc? C'est ça le problème ottoman finalement à l'époque. La Marseillaise, et même le dernier tango, publié, édition nouvelle, à Constantinople. Donc autant vous dire que là aussi, toutes les musiques, j'ai même trouvé des foxtrots publiés à Constantinople à cette époque. Atatürk et la musique. Je n'en fais pas le cœur de ma démonstration. Les partitions que vous voyez ici sont en vente actuellement en ligne sur Internet, sur un site. Vous avez ici des hymnes à Mustafa Kemal, il n'est pas encore Atatürk, il était déjà un personnage de l'armée sous l'Empire, avec ses symboles ottomans. Et ici, la victoire, une marche turque. Et là, c'est absolument fascinant de voir que les Turcs, en hommage à Mustafa Kemal, publient une musique. Est-elle à la franga, à la turca? Elle est un petit peu entre les deux. 1934, vous avez ici quelque chose d'assez symbolique. On est à Ankara. Vous voyez Atatürk ici. Vous avez ici le Shah d'Iran. Et vous avez ici Karl Ebert. Et c'est ce qui m'amène à la dernière partie de mon exposé. C'est là la descente, très vraisemblablement, de la première de l'opéra à Ankara en 1934, demandée par Atatürk pour accueillir le Shah d'Iran. La légende dit on va lui montrer ce qu'on sait faire. Quelques années après la République, pour accueillir le Shah d'Iran, l'Occident va jusqu'à proposer finalement un opéra. Tout ça m'amène à la dernière partie, celle qui est vraiment au cœur de notre rencontre ces jours-ci, mais vous voyez qu'elle ne s'explique que par son histoire. On trouvait refuge en Turquie républicaine, Hindemith, Zuckmayer, Pretorius, Liko Amar, Karl Ebert. Et Béla Bartók n'a pas trouvé refuge, mais a été invité. C'est-à-dire que cette tradition de musiciens voyageurs continue, mais elle avait déjà commencé une centaine d'années. La seule différence, c'est que ceux-là, ils fuient le régime nazi. Hindemith est même invité pour préparer la vie musicale turque. C'est lui qui va être à la base de la fondation du conservatoire d'Ankara, qui dès 1939, j'en ai quelques exemplaires, publie toute une série de volumes sur l'histoire de la musique entre l'Occident et l'Orient. Vous avez également un certain, alors je parlerai de Zuckmayer à la fin, Pretorius. Pretorius, il est particulièrement intéressant parce que c'est le prédécesseur de Peter Rabe à la tête de la Staatskapelle, c'est le GMD de Weimar. Et lorsque Zuckmayer, Pretorius, proche d'Hindemith, va quitter Weimar, il vient à Ankara également, où il va rester jusqu'à la fin de sa vie. Liko Amar, grand violoniste, lui quittera Ankara quelques années avant sa mort pour aller à Freiburg. Karl Ebert, lui, va être aussi invité à Ankara pour développer les aspects théâtraux. C'est quelque chose qui est très connu dans la vie turque aujourd'hui. Ils ne seraient jamais venus si la République turque ne les avait pas invités, ne les avait pas accueillis pendant leur exil. Et je pense qu'ils n'auraient pas non plus trouvé un terrain fertile si depuis 100 ans, le pouvoir impérial ottoman n'avait pas commencé à ouvrir sa société à la musique occidentale. Zuckmayer, et c'est là-dessus qu'on va se quitter, puisqu'il y a quelques années a été réalisé un reportage donc sur ce grand musicien. Zuckmayer her zaman bölümde adı geçen bir müzisyenimiz. Biz kendimizden gibi gördük onu, şu anda hayatta olmasa bile hayattaymış gibi bir izlenim var. Dostum bir sevgisiyle toplandık her an burada. Bu sevgi Wir haben immer nur gewusst natürlich, dass eben geflüchtet ist unter Nazi-Regime und hierher gekommen ist auf Atatürks Einladung. Also immerhin eine Hoffnung.
Umso notwendiger, als ich, hierher zurückgekehrt, einen Brief der Reichsmusikkammer vorfand, in dem zu lesen stand, dass meine Aufnahme rückgängig gemacht sei, weil ich nicht die berufliche Eignung im Sinne der nationalsozialistischen Staatsführung besitze. Als ich 4,5 Jahre alt war, sind meine Mutter und ich mit dem Orient-Express nach Istanbul bzw. nach Ankara gefahren und sind dann bei Zug geblieben. Und da fing meine Kindheit in der Türkei bzw. bei Zug an. Er war ein sehr feiner, ein sehr stiller Mann, der nie irgendwie temperamentvoll etwas dahergemacht hat. Aber auch wenn ich sehr unmusikalisch bin von Natur aus, ich weiß noch sehr genau, wenn er sich ans Klavier setzte und spielte, dann ging von ihm eine Atmosphäre aus, die ganz einzigartig war. Voilà, en conclusion, les Allemands, au XXe siècle, dont certains bolcheviques de la musique comme Hindemith, ont pris la suite, la succession des Italiens au XIXe siècle pour incarner la présence de la musique occidentale dans l'Empire ottoman, dans la Turquie, mais surtout pour accompagner l'adaptation, la prise, l'acculturation, je ne sais pas, ça se pose très peu souvent en ces termes, de la musique occidentale à la franca, dans une région que, de ce point de vue-là, je ne peux plus appeler même pas le Proche-Orient, mais une région du Bosphore, tout simplement, une région des marges et de la rencontre. Je vous remercie de votre attention.